Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque dimanche en ce mois d'août, puisque vous le voyez, eh bien, les Incorrectibles ne prennent pas de vacances. Nous vous proposons chaque semaine donc ces émissions inédites avec des invités aussi différents, toujours incorrectibles bien évidemment. Et j'en profite encore une fois pour vous remercier, vous qui êtes toujours plus nombreux sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre chaîne Player, donc la chaîne Les Incorrectibles Plus. Et c'est, je le redis encore une fois, grâce à vous, eh bien, les contributeurs que nous pouvons vous proposer ces entretiens et que nous pouvons nous émanciper d'un partenariat financier. Et puis, bien sûr, avoir cette liberté de ton, liberté éditoriale également. Voilà, alors cette semaine, eh bien, nous recevons un invité un petit peu particulier puisque, à la différence des invités précédents, c'est un entrepreneur, mais aussi un journaliste. Il est directeur de la publication et de la rédaction d'un site assez critiqué. Il va nous en parler. Il s'appelle François.fr, ce site. C'est Xavier Azalbert. Bonsoir Xavier Azalbert. Bonsoir Éric Mouriot. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça faisait en plus quelques mois déjà qu'on devait vous recevoir, mais pour des contraintes d'emploi du temps, on avait dû remettre cet entretien. Alors, cher Xavier Azalbert, je vous propose, comme c'est la coutume dans cette émission, de commencer bien par parler de vous, pour permettre bien à ceux qui nous regardent de mieux vous connaître. Et en préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'on en savait finalement assez peu sur vous et sur votre personnalité. Alors, comme on entend souvent parler de François et donc de vous, eh bien c'est l'occasion de vous livrer un peu. Alors, on va parler d'abord de votre enfance, si vous le voulez bien. Tout d'abord, de quel milieu êtes-vous issu, Xavier Azalbert? Alors, je suis issu d'un milieu, on va dire, de cadre supérieur. Mon père était ingénieur, enfin, est ingénieur, il est toujours en vie, et ma mère, professeure de mathématiques. Là, j'ai deux frères. D'accord. Et vous avez grandi où? Alors, j'ai grandi dans divers pays. J'ai la chance de vivre en expatriation dans les Émirats Arabes Unis, en Écosse. Et après, dans ma vie, j'ai vécu bien des années en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Quel souvenir vous gardez de votre enfance, Xavier Azalbert? Un souvenir où il y avait d'ailleurs énormément de liberté. En fait, j'avais la possibilité de faire tout. Je pouvais aller camper dans la campagne, je pouvais fumer dans la voiture si je voulais, je pouvais faire plein de choses. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a perdu tous ces éléments, toute cette insouciance qu'il y avait. Oui, puisque vous avez grandi donc dans les années 80-90, c'était un peu une époque dorée. C'était une époque dorée. Alors, il fallait travailler quand même à l'école parce que, en fait, il y avait l'ascenseur social. Exactement. Alors, on était quand même sur une forme de pression familiale. J'avais une forme de pression où il fallait travailler à l'école. Mais c'était fais bien ton travail et après tu peux faire tout ce que tu veux. J'ai fait beaucoup de sport parce qu'on était trois garçons turbulents, donc il fallait. Quel sport en particulier? Oh, j'ai fait un peu tout. J'ai fait de la planche à voile, du tennis, j'ai fait du vélo, du ski. Et cette France, vous l'avez vu changer, j'en parlais, par rapport à l'époque qu'on vit. Quelle est l'évolution qui vous a le plus marqué? Alors non seulement elle a changé, mais j'ai eu la chance de l'observer de l'étranger. Alors quand on est à l'intérieur de la France, on s'aperçoit pas que c'est sûrement un des plus beaux pays du monde et plus beaux pays d'un point de vue géographique, mais aussi d'un point de vue de tous les avantages que l'on a. Et on la critique énormément quand on est à l'intérieur, parce que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Mais quand on est à l'intérieur, et surtout quand on vit en Grande-Bretagne, eh bien, on peut regarder la France en se disant, bah tiens, il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont moins bien. Et je pense que ça m'a donné énormément de prise de perspective, d'avoir cette dualité, cette possibilité de critiquer, mais en ayant un référentiel de repère externe plutôt que de ne pas avoir de référentiel. C'est-à-dire que c'est pas pareil quand on va faire du tourisme dans un autre pays où on regarde les us et coutumes que quand on y vit. Et en ayant vécu dans d'autres pays, on m'a appris d'abord à respecter les coutumes de ce pays. Et donc respecter les coutumes d'un pays, c'est avant tout apprendre les coutumes locales, mais aussi la langue, savoir la culture, savoir les us et coutumes. C'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne, eh bien, on prend le thé à 6 le dîner à 6 heures du soir, on le prend pas à 20 heures, et on respecte ça. Et quand je rentrais en France, je voyais bien sûr ces us et coutumes, mais je voyais beaucoup de gens qui critiquaient en fait ce pays sans se rendre compte qu'on avait énormément d'avantages. Alors quand on se critique, eh bien ce qu'on fait, c'est on se tire une balle dans le pied puisqu'on s'auto-critique. Donc quand on gagne de l'argent en France, ben, c'est douteux. Quand on a du succès dans le monde des affaires, c'est douteux. Alors que dans d'autres cultures, eh bien justement on le regarde comme étant quelque chose de positif. Alors j'ai pas dit gagner beaucoup d'argent, j'ai juste dit c'est savoir célébrer le succès, savoir se critiquer, savoir regarder ses échecs. Et le point qui m'a le plus marqué entre les différences culturelles, c'est que quand j'étais dans les milieux anglo-saxons,
on m'a souvent posé la question, avant de me poser quels étaient mes succès, on m'a posé quels étaient mes échecs. Et en France, on ne parle jamais assez de ces échecs. On a l'impression qu'on cache les échecs. D'ailleurs, on recycle les gens quand ils ont des échecs. Quand vous êtes sorti de Polytechnique ou de n'importe quelle grande école, vous pouvez avoir planté une société. Eh bien, on va vous trouver un recyclage. Pareil quand vous avez été ministre. Et on voit bien, ça, on l'a vu. On la voit bien, ce recyclage. Et je trouve que ça, c'est pas sain. Et ce que j'aimais énormément dans la culture anglo-saxonne, c'était ce côté, eh bien, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de tabou, on va parler des échecs parce que c'est des échecs qu'on apprend. Alors qu'en France, on a l'impression qu'il faut avoir un parcours parfait. C'est-à-dire le CV doit être parfait, le pantalon doit être tiré au cordeau. Et c'est cette grosse différence qui, pour moi, reste toujours un élément incompris. Alors, j'ai pu lire que vous aviez fait de brillantes études. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement quelles étaient vos études? On vous dit mathématicien, économiste. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Alors moi, je suis à la base, j'ai fait un magistère d'économiste statisticien et un DEA d'économétrie. Donc c'est un mélange de mathématiques et appliqué à l'économie, mais vraiment très mathématique, c'est-à-dire de la modélisation mathématique. Donc quand on a regardé la crise du Covid-19, par exemple, la modélisation, j'avais le bagage scientifique et statistique de manière à pouvoir regarder les modèles épidémiologiste et m'apercevoir qu'il y avait des incohérences complètes d'un point de vue scientifique dedans, puisque ces modèles utilisaient un nombre de variables inconsidérées et en ont tiré des conclusions qui allaient engendrer des conséquences humaines que pour moi aucun modèle au monde ne devrait pouvoir faire, puisqu'il n'y avait pas de calibration réelle. Alors, je peux prendre un exemple. Il se trouve que les modèles faits par Neil Ferguson de l'Imperial College en Grande-Bretagne, la calibration réelle, c'est quoi? C'est regardons les modèles qu'il a utilisés dans le passé et regardons si ses prédictions étaient correctes. Et bien, en fait, ces prédictions avaient des facteurs parfois 1000, parfois 2000 d'écart. Et il a toujours péché par excès. Alors, pourquoi a-t-il toujours péché par excès? C'est parce que sa calibration au réel, c'est-à-dire qu'on n'a jamais regardé son expérience. Ça veut dire que si on est à la place d'un politique qui doit prendre une décision quand quelqu'un vous amène un modèle et que vous ne lui posez pas la question, dans vos prédictions précédentes, de quel facteur vous vous êtes trompé, eh bien, on peut pas réduire, on va dire. Donc, si on avait divisé par 1000 les prédictions des 500 000 morts qu'il avait eu, on aurait eu aucun mort dans le cas du Covid, et on aurait sûrement pris d'autres décisions. Et donc, ce bagage scientifique qui permet de critiquer de manière constructive et de manière éduquée, permet aussi de m'apercevoir que l'évaluation du risque, eh bien, il faut savoir regarder les avantages et les inconvénients et d'en tirer les conséquences. C'est ça, on va dire, le bagage d'un économétricien. Et le deuxième élément qu'on a pu voir, c'est dans toutes les études scientifiques qu'on a vues, notamment ces études médicales. Donc j'ai commencé à écrire des éditos là-dessus en disant que la médecine avait été biaisée par les statistiques. Pourquoi? Parce que un test d'efficacité statistique, ça ne veut pas dire, c'est pas un test d'efficacité sur le médicament, c'est un test d'efficacité sur une statistique. Et on a donc une forme d'instrumentalisation de cette science. Et on sait qu'avec les chiffres, on peut quasiment tout dire. Et donc, quand on veut vraiment instrumentaliser un message, eh bien, c'est très facile de le faire quand on comprend cela. Après, il faut avoir des gens qui ont l'information pour pouvoir débiaiser cette information et proposer au lecteur une grille de lecture avec des instruments qui permettent d'avoir une information différente. Voilà un petit peu les études que j'ai faites. Alors, on parle à présent du début de votre carrière. Vous avez commencé cette carrière justement chez McKinsey, c'est bien ça? C'est exact, oui. Qu'est-ce qu'on fait dans ces grands cabinets de conseil en stratégie, avec Albert? Alors, première des choses qu'il y a, c'est que les cabinets de conseil en stratégie, dans les années 80-90, c'était des entreprises qui étaient très prisées. Elles étaient très prisées parce que ce sont des endroits où on apprend énormément. C'est presque la continuation des études, puisqu'on utilise tous les outils et on utilise la force de travail d'un étudiant ou de quelqu'un qui a juste fini ses études pour faire des analyses multiples. Donc la première des choses que l'on apprend, c'est de récupérer des faits, des éléments, des données, de manière à pouvoir faire des analyses. Donc quand on vous pose un problème, récupérer les faits, ça s'appelle en anglais des fact-based analysis, analyses basées sur les faits, et on vous apprend à récupérer ces faits et à les analyser avant d'en tirer des conséquences. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu pendant la crise Covid, on le voit, puisque McKinsey est là pour récupérer des faits, pour préparer des comptes rendus, et bien sûr, aider à la décision. Donc le conseil en stratégie, c'était à la base défini comme étant peut-être la médecine des entreprises, c'est-à-dire une entreprise qui est malade, eh bien on va faire son diagnostic, on va faire des analyses complémentaires,
et on va en tirer des conséquences, voire faire une ordonnance qui va être appliquée ou pas par les... Et c'est comme ça que ça a été conçu. Et c'est un peu l'ENA du privé, si j'osais, McKinsey, ce sont les meilleurs qui vont chez McKinsey. Alors, les meilleurs, aujourd'hui... C'est très prestigieux dans une carrière, quand même. On va dire que sur un CV, c'est très prestigieux. Après, moi, on m'a toujours dit, quand j'étais dans ce genre d'entreprise, ce n'est pas être chez McKinsey c'est y rester. Parce qu'en fait, c'est une société dans laquelle tous les ans, vous avez un système culture américaine, quoi. Culture américaine, up or out, c'est-à-dire soit vous performez, soit vous êtes, on vous remercie. Donc en fait, c'est déjà y rester. Et la deuxième chose, c'est... Vous y êtes resté combien de temps, vous? Moi, je suis resté 7 ans. La deuxième chose que l'on fait dans ce genre d'entreprise, c'est que on vous focalise votre temps sur servir vos clients. Vraiment servir le client. C'est-à-dire qu'on vous enlève tous les problèmes de la vie à côté. Et l'objectif, c'est de bien servir son client. Pourquoi vous êtes orienté vers cette filière du conseil en stratégie? C'est un peu un hasard des choses, c'est un peu un hasard de la vie et qui m'a amené à m'orienter vers ce genre de filière. J'étais plutôt orienté vers le côté finance, on va dire, au départ de ma carrière. J'avais fait un stage à la Banque de France et sur des modèles d'options et je m'étais orienté vers ça. C'était l'époque, il faut se rendre compte, dans les années 80, il y avait eu Wall Street, donc l'analyse économétrique sur des données des marchés financiers, et les données existaient. Et donc, c'était assez facile de s'orienter vers ce genre de filière et d'utiliser toutes ces bases de compétences. Il s'est trouvé que dans le monde de la stratégie et dans le monde de l'entreprise, il y avait de plus en plus de données marketing, puisque c'était à l'ère où on commençait à avoir tout ce qui s'appelle le CRM, c'est-à-dire le Customer Relationship Management. C'était les données qui étaient collectées d'achat, et il y avait d'énormes problématiques d'analyse de ces données déjà sur l'élasticité au prix, sur l'élasticité à la demande, de manière à aider les entreprises à mieux prévoir. Donc on voyait les contraintes de production arriver, on voyait les coûts de production augmenter, et donc on voyait des décisions et des arbitrages de bénéfices-risques qui devaient être faits. Et plus il y avait de données, mieux on pouvait prendre des décisions, et les décisions étaient importantes. On commençait aussi à avoir une forme de transfert de l'industrie de l'Europe vers l'Est. Et il y avait justement des décisions à prendre du style fermer une usine. Comment on ferme une usine? Donc, quels sont les critères qui vont faire qu'on va fermer ces usines? Donc, avec des pertes d'emplois, il fallait vraiment trouver les critères et savoir faire ces arbitrages. Donc, c'était ce genre d'outils. Voilà pourquoi je me suis orienté vers là, parce que j'avais cette compétence analytique qui était nécessaire pour prendre des bonnes décisions dans le cadre du conseil. Le scandale McKinsey qui a éclaboussé la campagne d'Emmanuel Macron, vous en avez pensé quoi? Alors c'est triste, c'est un scandale qui est triste parce qu'en fait... c'est un scandale d'État, vous diriez? Oui, c'est un scandale d'État, bien sûr. Une firme telle que... D'ailleurs, il suffit de regarder, le scandale de McKinsey n'est pas le seul scandale. Il y a eu des scandales comme Enron, il y a eu des gros scandales avec des grandes firmes. Il y a eu, même chez Goldman Sachs, il y a eu des scandales, même chez Morgan Stanley, il y en a. Donc dans des firmes qui étaient prestigieuses, qui ont travaillé pendant des années pour recruter des gens. Il est sorti quand même tard, ce scandale McKinsey, parce que les faits remontaient pourtant à 2017, hein. Bien sûr qu'il est sorti tard, mais si vous réfléchissez, le rôle des cabinets de conseil dans la prise de décision publique, ça date pas de 2017. Ça fait très longtemps que les pratiques et les centres d'expertise de ces cabinets de conseil, que ce soit Accenture, Andersen Consulting, que ce soit Bain & Capital ou Bain ou BCG, ils ont tous développé des pôles de compétences pour le secteur public depuis très longtemps. Puisqu'on a bien vu que le secteur public avait une nécessité d'assistance à la décision, pour prendre des décisions de régulation, pour prendre des décisions de fusion, d'acquisition, et ils ont été obligés de se professionnaliser. Alors en France, on a l'ENA, mais dans d'autres pays, il y avait pas l'ENA. En fait, on n'avait pas ce centre d'expertise. Donc pour revenir un petit peu à la question, en se disant qu'est-ce que j'en ai pensé, c'est triste parce qu'une entreprise qui a mis très longtemps à construire une marque qui est quelque part en haut et qui est une marque qui est aspirationnelle, puisque les jeunes étudiants, que ce soit de HEC, des grandes écoles, aimaient aller se former dans ce genre de cabinet, parce que quand on va là-bas, eh bien après ça ouvre d'autres perspectives. Et donc tout d'un coup, on se retrouve en se disant, j'ai été dans cette entreprise dans laquelle j'ai beaucoup appris. Personnellement, j'ai énormément appris dans cette entreprise. J'ai énormément appliqué l'élément de ce que j'avais appris pendant mes études, et ça a été très formateur.
Donc quand on se dit que ce qui a été formateur, on se retrouve avec une espèce de verrue sur son CV. Alors j'ai plus l'âge de regarder mon CV vraiment, mais c'est comme ça que certaines personnes peuvent le percevoir. Eh bien, je trouve que c'est dommage. Alors c'est dommage, mais il se trouve que les évolutions des entreprises, il y a des avions qui tombent du ciel et du coup Air France doit faire face à des crises et McKinsey doit faire face à une crise qui est une crise de croissance, une crise de modèle, une crise de système. Tout n'est pas à jeter dans cette entreprise parce qu'il y a encore des compétences et il faut quand même se poser la question de savoir qui ont été les commanditaires, c'est-à-dire qui sont les donneurs d'ordre et surtout comment ces informations ont été utilisées. Parce que c'est très facile de pointer du doigt le cabinet. Mais qui a pris la décision? C'est le ministre ou le cabinet. Donc, le vrai sujet, c'est qu'en général, dans le monde du privé, quand on utilisait un cabinet de conseil, c'était pour pouvoir avoir un fusible. Et donc, McKinsey, c'est une forme de fusible ici. Donc, il ne faudrait pas mettre tout, on va dire, jeter l'opprobre complètement sur ça. Il faut se poser la question de manière plus holistique. Et si jamais il y avait une commission d'enquête sur le système, on va dire, tel qu'il a été fait, il faut regarder la responsabilité des donneurs d'ordre, celui qui paie, celui qui commande et celui qui a fait l'étude pour savoir si tout a été fait en totale indépendance et en totale transparence. Je ne sais pas aujourd'hui si tout a été fait en totale transparence. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de décisions qui ont été prises, qui sont des mauvaises décisions. Il y a beaucoup d'informations qui ont été données, qui sont des mauvaises informations, pour ne pas dire des fausses informations. Et du coup, on en a tous souffert. Et ça dit quoi des liens entre la Macronie et certains patrons d'entreprises? Alors, c'est assez intéressant parce que dernièrement, on a vu qu'il y avait une Américaine qui avait été nommée à l'autorité de la concurrence en Europe, Fiona Scott Morton. Et il y a eu tout d'un coup la classe politique qui s'est élevée contre cette nomination. Et alors, une Américaine, hein? Une Américaine. Alors, on s'est élevé parce qu'une Américaine rentrait en Europe. Mais il y a plein d'autres personnes qui ont dit « Non, mais vous comprenez, elle a travaillé pour Google, elle a travaillé pour Facebook, elle connaît très bien les réseaux sociaux. » Moi, la première des choses que j'ai envie de dire, c'est quand quelqu'un a travaillé dans cela, ça veut dire qu'elle a une expertise, elle a une compétence. Et c'est très intéressant d'extraire cette compétence. Je regarde pas le côté américain, européen. Je regarde juste la compétence pour revenir à le côté incestueux qu'il peut y avoir ou les rapports qu'il peut y avoir entre la Macronie et le monde du privé. C'est très intéressant d'avoir des gens qui ont de fortes compétences et de les mettre au service. Et il y a, je pense, un vrai sujet, c'est quand c'est fait à bon escient et dans l'intérêt du public, c'est très vertueux. Quand c'est fait et qu'on donne à quelqu'un une possibilité de décider, c'est-à-dire d'arbitrer dans un sens ou dans l'autre, en l'occurrence, cette personne aurait eu la possibilité d'arbitrer des conflits avec Google et d'autres sociétés. Donc, en tant qu'Américaine, on peut se poser la question de savoir, va-t-elle pas donner une préférence? Normalement, elle devrait être totalement autonome et indépendante. Mais là, elle s'ajoutait une contrainte supplémentaire. Donc, je pense que il faut savoir utiliser à bon escient les compétences de chacun et se garantir qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. C'est-à-dire que quand il y a une situation potentiel de conflit d'intérêt, la personne devrait se l'auto-déclarer. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique, et non, je ne peux pas juger pour ça. Ou alors je peux donner mon avis, mais je ne vais pas prendre part au vote. Et je rappelle qu'il y a le professeur Perron qui avait mis ça en place au sein des commissions vaccins, des commissions qu'il avait gérées. Et moi, dans beaucoup de conseils d'administration dans lesquels j'ai fait, je posais la question avant, avez-vous des liens d'intérêt? Avez-vous des conflits d'intérêts? De manière à ce que les gens disent, écoute, toi, tu vas pas prendre part au vote. Mais par contre, ton avis m'intéresse. Et je pense que ici, ce qui a manqué dans le cadre de la Macronie, c'est une transparence. Nous, on apprend après coup qu'un tel avait fait ci, un tel avait fait ça. Donc, en fait, c'est quand on apprend après que ça donne l'impression d'être douteux. Alors que si on prévient et si on explique parce qu'on n'a rien à se reprocher, eh bien, c'est vertueux. Ça ne veut pas dire qu'avoir travaillé chez Google, c'est une mauvaise chose. Au contraire, moi, j'aime bien discuter avec des gens qui ont travaillé chez Google pour savoir ce qui s'y passe exactement à l'intérieur. J'aime bien travailler avec des gens qui ont travaillé dans les autres cabinets de conseil parce que je sais ce qui s'y passe. Donc moi, quand on me dit « oui, j'ai travaillé chez McKinsey, je suis l'opposition contrôlée », j'ai envie de dire écoutez, regardez avant tout l'avantage que ça a, c'est que je connais les méthodes. Je peux juger des méthodes, je peux lire les grilles de lecture de ce qui se passe dans un rapport quand il est prédit. Et quand on voit un rapport du gouvernement et que je me dis ce rapport, non, il s'est pas fait par McKinsey, et que je regarde le rapport, je sais qu'il a été fait par McKinsey. Voilà. Vous arrivez à le voir, ça? On arrive à reconnaître le type de graphique parce que ce sont des graphiques qui ont ils sont cohérents les uns
vis-à-vis des autres, et c'est ces méthodes qui sont constantes. Après être passé chez McKinsey, quel a été votre parcours? Alors après, j'ai travaillé dans un fonds d'investissement américain qui s'appelle Fidelity Investment, et j'en suis parti. Je suis resté 2 ans pour devenir entrepreneur. Et j'ai eu un parcours d'entrepreneur pendant près de 25 ans de ma carrière, puisque j'ai quitté en 1998, donc on est en 2023, ça fait 25 ans. Et j'ai eu... Ça, c'était après donc la banque et la finance? Donc après le conseil, j'ai fait des fonds d'investissement, dans la gestion de fonds C'est d'investissement. très rémunérateur, hein, on peut se parler franchement. C'est très Là, rémunérateur. vous avez construit une petite fortune, on peut le dire? Je dirais pas que j'ai construit une petite fortune. J'ai été bien payé pour faire un travail. J'étais sûrement plus payé que la majeure partie des individus au même âge parce que je travaillais beaucoup d'heures à l'époque. Et puis j'étais dans des entreprises qui étaient porteuses. Mais je pense qu'il ne faut pas regarder que ça. Il faut regarder aussi la génération de valeur, la création de valeur qu'on a créée. Et ça a de la valeur, que ce soit pour le client, que ce soit pour McKinsey ou pour Fidelity. Je pense avoir amené une création de valeur qui est largement supérieure à ce que j'ai été payé. Et donc là, vous basculez dans le côté entrepreneuriat, c'est ça? Donc j'ai quitté en 1999 et j'ai contribué à la création de la première banque en ligne qui s'appelait Firsty. Donc avant tout, c'est un projet qu'on avait défini en 1996 pour un client de chez McKinsey à l'époque, puisqu'on commençait déjà à avoir les prémices de Internet en 96, donc c'était il y a longtemps. Et à l'époque, je m'étais dit, tiens, c'est assez intéressant, le problème de la banque, c'est pas un problème de technologie, ça va être un problème de confiance. Et je m'étais dit, tiens, quels sont les pays qui incarnent la confiance? Donc la Suisse, instantanément, voulait dire banque et confiance. Et je m'étais dit, tiens, la première banque qui devrait être sur Internet, ça devrait être une banque suisse, parce que si elle doit se projeter, que ce soit au Brésil, en Afrique ou n'importe où, quand on parle de Suisse, eh ben, on pense confidentialité, confiance, on pense banque. Donc c'est ça, faire du marketing et réfléchir de manière stratégique, c'est un exemple. J'ai trouvé que avec 2 associés autrichiens, on a créé cette première banque avec un groupe d'investisseurs, dont le Apax Partner et d'autres. On avait Intel au capital et on a créé cette banque qui était basée en Europe. On était les premiers à utiliser ce qui s'appelait le passeport européen de la directive des services européens financiers de 1996. C'est-à-dire qu'on a projeté nos services dans d'autres pays. Et c'était avant tout une banque technologique. Alors, pour donner quelques caractéristiques de ce que ça peut représenter d'appliquer de la technologie, parce que j'aime bien dans le concret, en 1998, j'ai été voir certaines sociétés qui fournissaient des services technologiques bancaires. Il y en avait une qui s'appelait Kindle System, il y avait Oracle, etc. C'était des sociétés. Et quand vous posiez à un banquier, est-ce que vous pouvez ouvrir un compte en ligne? Alors, on est en 98. Ouvrir un compte en ligne, ça peut paraître, aujourd'hui, bon, c'est pas grand-chose. Mais en 98, la première des choses que l'on m'opposait, ah non, c'est pas possible. C'est pas possible d'un point de vue technique. Ils me disent non, c'est pas possible parce que les régulateurs ne veulent pas. Et je leur disais, mais attendez, les régulateurs n'ont pas prévu qu'on puisse pas ouvrir un compte en ligne. Les régulateurs ont prévu que vous pouvez ouvrir un compte. Vous avez 30 jours pour prouver votre identité et 30 jours pour prouver votre adresse. Et donc, rien ne vous empêche de le faire. Mais par contre, vos systèmes ne l'ont pas fait. Donc, pourquoi on a créé cette banque? C'est parce qu'il y avait des carences dans les systèmes qui étaient des vieux systèmes et ils n'étaient pas prêts à, on va dire, passer le Rubicon de servir le client. Et ce qu'on a fait, c'est se mettre au service du client. On a redonné le pouvoir de la banque au client. Et aujourd'hui, on était un peu en avance sur tout le monde. Et donc, cette entreprise a été cédée à un groupe espagnol qui s'appelle BBVA, une banque espagnole, parce que quand on a une énorme croissance, eh bien, il faut trouver des capitaux régulateurs. Et donc, il se trouve que dans beaucoup d'industries, on peut commencer, exactement comme dans l'industrie pharmaceutique avec les biotech, à un certain moment, les gros vont devenir des prédateurs parce qu'on ne va pas trouver assez de capitaux. Donc c'est ce qui s'est passé. La deuxième entreprise à laquelle j'ai vraiment contribué, c'était un établissement de paiement qui s'appelait Money Bookers, qui a été monté en 2001 et qui a été cédé en 2005. J'en suis sorti en 2005. Et c'est au moment où j'ai contribué à un projet environnemental qui revient à mes études, où j'avais énormément étudié avec un professeur de la Toulouse School of Economics qui s'appelle Jean-Jacques Lafont. J'avais énormément travaillé sur la loi du pollueur-payeur. Et la loi du pollueur-payeur, elle a suivi ma carrière.
puisque j'ai dépollué le système bancaire. Et là, j'ai contribué à une société qui fait de la dépollution de sol. Donc là, c'était vraiment quelque chose de très technique. Dépollution de sol, c'est-à-dire la gouvernance des valeurs, de prendre un terrain pollué, de le dépolluer pour le rendre à un usage futur. J'ai travaillé là-dedans il y a quelques années. J'en suis sorti, donc une quinzaine d'années. Et je suis rentré au capital de François par le plus pur des hasards en 2015. Parce que ça imagine de vos questions. Oui, on va y venir, bien sûr. Ouais. Je suis rentré au capital par hasard parce que quelqu'un m'a contacté en me disant, voilà, est-ce que tu veux pas participer à un petit tour? Alors, on va y revenir à François, juste. Vous trouvez qu'il est encore facile d'entreprendre en France? Alors, j'ai eu la chance d'entreprendre dans divers pays. Donc, c'est certain que la France est un pays très administratif, où on vous dit tout est possible. Mais en fin de compte, la première des choses que vous avez à faire, c'est à payer les URSSAF. Donc, c'est complexe d'entreprendre en France. Mais on a quand même des gens qui ont du succès. Ce qui veut dire que la France est un pays avec une énorme élasticité. Si on enlevait toutes ces contraintes, ça serait tellement facile parce qu'il y a énormément de talent en France. Il y avait des compétences. On a créé des gens avec des super compétences. On les a bien formés. D'ailleurs, les étrangers étaient très friands de nos compétences. Que ce soit les anglo-saxons et les américains sont très friands de nos ingénieurs ou très friands de nos commerciaux. Mais on est en France les premiers à se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire, on s'autocritique et on devient vraiment nos pires ennemis. Donc, la réponse à la question, c'est non, c'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Et il y a quelqu'un qui a dit impossible n'est pas français. Alors, on va parler de François, bien sûr, dans un instant, et puis on va reparler aussi de cette période de la Covid-19 tout à l'heure. Mais avant cela, j'aimerais, sur le plan économique, la théorie du Great Reset, comme on dit, est-ce que vous y croyez, Xavier Zalbert? C'est intéressant, la théorie du Great Reset, parce que vous pouvez la lire de plusieurs manières, la théorie du Great Reset. Si vous la lisez juste à son degré, le plus bas, c'est une question de se poser qui dit, bah écoutez, l'ancien système ne fonctionne plus, donc on est obligé de changer le système. Et oui, l'ancien système ne fonctionne plus. Donc, vous pensez qu'on est au bord de l'effondrement? Oui. Alors, on peut penser qu'on est au bord de l'effondrement, mais on est au bord de l'effondrement depuis longtemps. En fait, on a toujours été au bord d'un certain effondrement. Alors peut-être qu'on est encore plus proche puisque pendant la crise Covid, il y a plein de gens qui ont imaginé le monde d'après. Mais je pense que c'est intéressant quand même d'aller jusqu'au bout de cette question. Parce que le Great Reset... Il y a même un film qui a été inspiré de ce titre, Le monde d'après, de Laurent Firot, qu'on salue. Je pense que quand on regarde le Great Reset sans vraiment chercher, tout est louable à la base. Toutes les réflexions, c'est-à-dire se poser la question de d'où vient-on et où va-t-on, et comment y va-t-on, c'est louable. Et de se poser la question, on est beaucoup sur la planète, et comment va-t-on nourrir toutes ces personnes-là, comment va-t-on distribuer les richesses. Par contre, quand ce petit groupe prend le contrôle pour essayer de gouverner d'une manière globale, parce que la gouvernance globale, quand elle est faite à bon escient, c'est-à-dire elle est faite dans l'intérêt général, et elle n'est pas faite dans l'intérêt de peu, eh bien ça peut être louable. Mais aujourd'hui, l'impression que ça donne, c'est que cette gouvernance globale, elle est dans l'intérêt, on va dire, des plus aisés, des plus riches, de ceux qui ont quelque part le pouvoir aujourd'hui, et que les perdants sont les gens du peuple, comme vous, comme moi, parce que nous n'avons pas le pouvoir. Donc ici, le vrai sujet qu'il y a, c'est tout n'est pas à jeter dans le Great Reset. Ce qui est à jeter, c'est exactement comme dans le cadre des relations entre McKinsey et le gouvernement. C'est la première des choses, c'est le manque de transparence sur les objectifs, le manque de transparence sur les prises de décision qui contrôlent, et on va dire le groupe des personnes qui se sont opposées dans la crise sanitaire et qui ont pris, comme vous-même, comme moi-même, on a fait énormément de découvertes, et je pense que ces découvertes-là font douter encore plus, en disant mais pourquoi on nous dit ça, pourquoi on nous cache ça, pourquoi on n'est pas plus transparent. Mais je pense que à l'origine, le concept du Great Reset, et c'est pour ça que j'invite tout le monde à le regarder de deux manières. Il y a toujours les deux côtés de la pièce, qu'on peut regarder. La première côté, c'est, je pense qu'il y a des choses qui sont tout à fait louables, parce que effectivement, on a des contraintes. Et je pense que gérer ces contraintes, c'est un véritable acte de bonne gestion. Et la manière dont c'est géré aujourd'hui, avec la gouvernance au travers de l'OMS ou la Banque mondiale ou la Banque européenne, ça va trop loin. Et ça va trop loin, et ça va dans l'intérêt, ça va toujours dans le même sens,
de l'intérêt de certaines personnes au détriment de d'autres personnes. Alors, cher Xavier Azalbert, on en vient maintenant, bien sûr, à François. Donc, première question, elle est assez simple. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la genèse de votre projet pour ce journal? Alors, déjà, c'est pas... Comment vous fait l'acquisition? C'est pas... Alors, j'en ai pas vraiment fait l'acquisition, mais rappelons un petit peu François. C'est un journal qui a été créé en 1941 sous le nom de Défense de la France. Donc, c'est une grande marque. François, c'est une grande marque du média, du paysage français. Et c'est devenu François en 1944 sous la patte, on va dire, de Monsieur Lazareff, Pierre Lazareff, qui, jusque dans les années 70, était à la rédaction avec les plus grands auteurs, les plus grands journalistes. Ça a bercé, on va dire, toute la vie et tout le patrimoine. Donc, c'est une immense marque avec un taux de notoriété très important. Tout le monde connaît François. 90% de la population française connaît François. Donc, c'est une marque avec une énorme notoriété. Et elle a été vendue successivement à 3 étrangers. Alors, j'aime bien parfois être un peu provocateur. Oui, c'est de dire que c'est un peu comme la putain de la République qu'on a vendue, parce que en Grande-Bretagne, il y avait Mohamed Al-Fayed qui a essayé de racheter Harrods pour s'assurer d'avoir la nationalité anglo-saxonne. Il l'a toujours pas aujourd'hui. Donc les Anglais ont dit, mais même si jamais tu achètes le joyau de la couronne, mais non, on va pas te donner. Et ces personnes-là, pour rentrer dans l'establishment français, dont le dernier en date était un Russe, qui a investi beaucoup d'argent dans François, eh bien, ils ont racheté cela pour rentrer dans l'establishment français. Et le problème du journalisme et du média, c'est pas de rentrer dans l'establishment français, c'est de trouver des lecteurs. Et Pierre Lazareff l'avait dit, le plus important pour un journal, c'est d'être lu. Et je pense que quand on est un entrepreneur, et c'est là où, encore une fois, mon passé de consultant est utile, la première des choses que je me suis dit, c'est qu'est-ce qu'il faut pour un journal? Je me suis pas dit, je suis pas arrivé en disant je veux rentrer dans l'establishment en m'achetant un média ou en rentrant au capital. Je me suis dit qu'est-ce qu'il faut pour remettre François sur l'échiquier du paysage français. Et donc la genèse de mon projet, et c'est pour ça que l'entreprise s'est appelée en 2015 Mutualize Corporation, c'était la mutualisation de l'information. Donc il y avait un modèle collaboratif, participatif, qui reposait donc non seulement sur le côté informationnel de François, mais sur d'autres services à côté. On rentrait à la phase du financement participatif. Donc il y avait un énorme engouement. Les gens voulaient bien plus participer. Et à cette époque-là, j'ai rencontré énormément de lecteurs. J'ai fait des groupes de discussion, ce qui s'appelle des focus groups, de manière à comprendre leurs besoins. Et à chaque fois, j'entendais la même chose. Moi, j'ai des choses intéressantes à dire, mais je ne sais pas comment y arriver. Je n'arrive pas à avoir ma place dans les médias. J'ai envoyé des choses, on me répond jamais. Donc, les gens avaient un énorme besoin de participer. Et je parle ici pas de complotistes qui veulent parler que il y a une situation délétère. Non, ce sont des gens qui sont des ingénieurs, qui avaient fait des découvertes ou qui voulaient parler du dérèglement climatique, qui avaient des éléments vraiment scientifiques à dire, mais qui n'arrivaient pas à justement trouver cela. Donc, première des jeunesses, c'est ce côté accès à l'information. La deuxième, donc c'est le côté participatif, c'est de dire j'ai quelque chose à dire. Bien sûr, il faut savoir le dire. Donc le journaliste, le travail, c'est de prendre cet élément, cette information et de le rendre, on va dire, digérable pour un lecteur, audible, en d'autres mots. Et donc je trouvais que le mariage de la compétence entre l'expertise externe et l'expertise journalistique, c'était la base de ce projet. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait depuis 2015, donc dans Mutualize Corporation. On l'a renommé en 2018 François Group parce que, bien sûr, François, c'est la marque et le problème de notoriété était intéressant. Ce qui est le plus marrant, c'est que avant la crise Covid, on avait déjà atteint une audience importante, plusieurs millions de lecteurs par mois. C'est ça. Aujourd'hui, quelle est votre audience aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est entre... alors ça dépend les outils qu'on utilise, mais on a entre 2 et 3 millions de lecteurs par mois. Ce qui est colossal quand même. C'est l'un des sites d'actualité les plus consultés en France. C'est un gros site d'information et d'ailleurs ça a attiré énormément de choses puisque en mars 2020, entre mars et juillet 2020, on avait même plus de 5 millions
À un moment, la chaîne YouTube, il y avait sur les vidéos, il y avait certaines vidéos qui faisaient, je crois qu'il y a une vidéo de Montagnier qui a fait 5 ou 6 millions de vues. Donc ça devenait vraiment un gros site. Mais c'est normal, c'est une grande marque de médias. Alors c'est quoi une grande marque de médias? Enfin, c'est quoi un grand titre? Ben, nous avons une rédaction, elle est indépendante. Je regarde les titres de l'AFP. Par contre, j'en tire pas la même conséquence, j'en tire pas la même conclusion. Ce qui veut dire qu'on fait un travail éditorial, un travail journalistique, et on a, quand par exemple la crise du Lancet est arrivée en mai 2020, on a regardé ça, et j'ai dit bon, c'est pas possible, je suis pas d'accord. Il y avait beau avoir la dépêche AFP que tout le monde a publiée, ben moi j'ai dit non. J'ai appelé Mandip Mera, le gars qui a fait l'étude. J'ai commencé à discuter avec lui. Et je lui ai dit, non mais vous pensez que les techniques statistiques que vous avez utilisées dans l'étude étaient bonnes? Ah oui, on a utilisé les meilleures techniques. J'ai dit, vous avez vu les données? Non. Vous avez vu les patients? Non. J'ai dit, écoutez, c'est quand même léger pour prendre des décisions comme ça. Et donc, j'avais titré à l'époque hydroxychloroquine fin de partie, mais 3 petits points de suspension. Donc, on montre bien qu'on avait fait un travail éditorial qui était contraire à ce que l'AFP avait publié. Alors on va revenir justement, mais c'est juste pour rester vraiment sur François d'abord. Est-ce qu'un journal comme François, c'est rentable? Alors François, aujourd'hui, dans son modèle, sans aide de l'État, c'est un site internet, hein, c'est ça. C'est un site internet, c'est un média qui a choisi, c'est un pure player, hein, c'est un joueur pur, un acteur pur des médias qui a choisi la plateforme internet, comme j'avais fait avec la banque en ligne, choisi la plateforme internet parce que c'est le canal de distribution qui est aujourd'hui préféré des gens, même si les gens aiment toujours le papier, c'est le plus facile à mettre en œuvre, c'est ce qu'il y a de moins coûteux à mettre en œuvre, de manière à ce que l'information soit disséminée le plus facilement possible. Nous sommes financés exclusivement par des dons, 80 et quelques pourcents. On a quelques publicités qui subsistent, mais Google nous a bien sûr délisté de tout, et nous sorti de Google Ads, ce qui fait qu'on n'a plus de revenus publicitaires, c'est très bien. Et on n'a jamais eu d'aide de l'État. Donc en 2021, oui, on a gagné de l'argent chez François. On est un des rares médias sans aide de l'État à avoir gagné de l'argent. Alors en France, gagner de l'argent, comme j'ai dit au début, c'est suspect. Moi, je considère que en tant qu'entrepreneur, c'est la preuve du concept, c'est la preuve qu'on a trouvé une audience, c'est la preuve que trouver un business model dans le monde des médias, eh bien, on n'est pas forcément obligé d'être aidé par l'État. Et ne pas être aidé par l'État, ça veut dire que j'ai gagné mon indépendance. Et c'est ce qu'on devrait tous souhaiter. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'aide de l'État. Vous êtes financé exclusivement par le don aujourd'hui? Vous êtes combien d'employés? Il y a 15 employés chez François aujourd'hui. Donc, même avec l'absence de publicité, vous êtes rentable aujourd'hui? On est rentable aujourd'hui. Alors là, en 2023, ça va baisser. Parce que bien sûr, vous avez vu qu'on a fait l'objet de beaucoup d'attaques. On va y venir, voilà. Et donc, bien sûr, le chiffre d'affaires a baissé. Alors, vous avez fait, donc je le disais quand même, de François l'un des principaux médias alternatifs, comme on dit. Finalement, vous en êtes fier à l'arrivée. Vous attendiez pas ce succès. Comment vous l'expliquez d'ailleurs? Alors, je suis pas 100% certain qu'on peut parler de fierté quand on parle d'un accomplissement. Je pense que ça donne un devoir. Parce que l'information, aujourd'hui, quand on regarde la charte de Munich, la première c'est assez engageant, parce que surtout le premier de devoir, c'est de dire la vérité quoi qu'il en coûte. Et dire la vérité, c'est une chose, mais le quoi qu'il en coûte, vous en savez quelque chose, puisqu'en fin de compte, bien quand vous dites ce que vous pensez être la vérité, parce qu'il y a ce qui est la vérité et ce qu'on pense être la vérité, parce qu'on ne la détient pas, la vérité, et elle peut évoluer, hein, l'information évolue. Et donc, je considère qu'aujourd'hui, c'est très engageant. En fait, c'est une responsabilité sociétale, parce que je m'aperçois que l'information que je pensais être louable avant de rentrer dans ce secteur d'activité, eh ben, elle est très biaisée. Et je pense qu'un peuple mal informé, c'est un peuple en mal santé, c'est comme de la malbouffe. Alors qu'un peuple bien informé, c'est une population qui sera saine. Et je pense que notre population étant mal informée aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui font des burn-out, c'est parce qu'il y a un stress constant, parce qu'on est mal informé, on ne sait plus comment s'informer, donc du coup on se recroqueville. Alors qu'un peuple qui est bien informé, c'est un peuple qui a peur de rien. Le tournant pour François, ça a été la Covid-19, je vais le dire. Je pense que François a eu plusieurs tournants dans sa carrière. Dans sa version actuelle, oui, Covid-19 est un catalyseur. Mais ce n'est pas que le catalyseur, parce qu'il suffit de regarder aujourd'hui, on pourrait regarder le dérèglement climatique ou la notion du climat, on pourrait regarder la problématique de la pollution, on peut regarder la problématique de l'Ukraine. Pour moi, traiter ces informations, c'est à peu près de la même manière que traiter la Covid-19. Mais
comment vous en êtes arrivé avec Xavier Albert quand même, puisque c'est ça qu'on ressent aujourd'hui, à des positions qu'on peut qualifier de dissidentes ou de résistantes? Est-ce que c'est ça aujourd'hui l'image qu'a François? Oui, c'est malheureusement cela. Ce sont des positions qui sont dissidentes et que je ne considère pas comme étant des positions dissidentes. Je considère. Mais d'ailleurs, c'est pas forcément malheureusement. Hein, c'est d'être résistant. Parce que dans le mot dissident, il y a une connotation négative. Dans le mot résistant, on est en train de résister à une forme de norme. Tout à l'heure, quand vous posez la question de savoir est-ce que c'est... Moi, je l'assume parfaitement. Je trouve que c'est au contraire très, très noble. Alors ça, en termes de valeur, c'est très noble, justement, mais c'est très engageant. Ceci dit, il faut connaître les tenants et les aboutissants et puis mesurer les inconvénients, on va dire, aussi, de prendre ce genre de position. Et dès lors que l'on a compris une chose, c'est que nous faisons de l'information, que nous faisons cette information en respect de la charte de déontologie et qu'on ne fait pas ça justement pour s'en mettre plein les poches ou pour servir un intérêt qui serait tout autre que l'intérêt du lecteur, c'est notre position, c'est ce qu'on fait chez François. Nous faisons de l'information, cette information, elle est loyale. Quoi qu'il en coûte, nous donnerons cette information. Donc, si la conséquence, c'est d'être classé dans les dissidents ou les résistants, c'est la conséquence, on accepte le prix. Cependant, ce que je trouve de très dommage, c'est que pour moi, l'information que l'on donne, elle est loyale. C'est normal de donner cette information. C'est de l'autre côté. Je considère que ce sont eux les dissidents, parce qu'ils ne donnent pas l'information qu'ils devraient donner. Ils ne font pas les travaux. L'AFP ne fait pas son travail. Elle ne parle pas des plaintes de Ursula von der Leyen, alors qu'elle va parler quand elle reçoit un prix à l'université de Toulouse. Elle ne parle pas de l'origine du virus, alors que de l'origine artificielle du virus, alors qu'elle va parler très vite de l'origine naturelle du virus. Donc elle prend un parti. Et pour moi, prendre parti, c'est enfreindre un des autres devoirs, c'est-à-dire on confond propagande avec journalisme. Et notre travail, c'est justement de s'abstraire de cet élément-là. Et c'est pour ça que chez François, on a cette rédaction. La rédaction, elle est libre, elle est apolitique. Alors, on nous a traités d'extrême droite, d'antisémites, de machin. De tout. Alors, voilà, c'est là que je voulais y venir. Comment vous définissez, comment vous positionnez Xavier Albert et François sur le plan politique? Je pense qu'on a une ligne apolitique chez François. La politique n'est pas notre moteur. C'est-à-dire que je sais qu'on peut vraiment l'être apolitique. Vous n'êtes pas plutôt de droite, plutôt de gauche. Enfin, Alors aujourd'hui, en fait, dès que vous êtes contestataire ou dissident ou résistant, vous êtes d'extrême droite et probablement toutes les étiquettes qui vont être anti quelque chose, anti-vax, machin, truc chouette, on va tous l'être. Je pense qu'aujourd'hui, être apolitique, ça veut dire regarder à droite et à gauche ce qu'il y a de bon. Alors, il se trouve que pendant la crise, on a vu la gauche qui était plutôt absente, on va dire, de la contestation, et une certaine forme de la droite qui était bien plus présente. Mais ça s'est passé de tout temps. Ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des gens qui ont voulu protéger leur précaré, la bien-pensance, le côté bobo, on va dire, a voulu protéger cet élément, et la droite a été... et donc, il faut louer, on va dire cela. Donc, si, aujourd'hui, faire bien son travail, respecter les lecteurs, respecter l'information, c'est être de droite, on est de droite. Par contre, ça ne m'empêche pas de regarder ce qu'il y a à gauche comme bonnes idées. Et je peux prendre un exemple. Quand il y a eu la plainte contre Ursula von der Leyen, l'Humanité en a parlé. Michel Rivasi, on peut pas dire qu'elle est de droite, en a parlé. Mais ils font partie des rares, comme Virginie Joron qui en a parlé aussi, ou d'autres personnes. Donc on voit bien qu'il y a certains sujets qui vont réunir les côtés. Là, avec l'histoire de l'américaine qui devait prendre la direction de la concurrence, on a bien vu la classe politique entière. Tout le monde s'est uni derrière. Non, on veut pas une américaine à ce poste-là en Europe. Donc il y a bien des sujets sur lesquels on est capable de se réunir. Et je trouve que se diviser et se dire qu'on n'est que d'un côté ou pas de l'autre, c'est sûrement perdre énormément d'informations et perdre énormément de choses qui peuvent être profitables à nos lecteurs. Alors, je vais poser la question d'une manière un peu différente. Quelle est la personnalité politique dont vous vous sentez le plus proche? En France? Ouais. Aucune. Aucune ne trouve grâce à vos yeux? Non. Je pense que les personnalités politiques aujourd'hui, et la classe politique est défaillante. Elle est défaillante. Alors, il y en a certaines qui essaient de faire des choses. Attention, elle est défaillante de manière globale. Je pense que l'élite et la classe politique ont trahi les Français.
Elles les ont trahies parce qu'elles ont un intérêt, et elles y trouvent un intérêt. Je trouve que Robert Kennedy, le junior, le dit très bien, c'est quand ils ont pris le pouvoir, ils veulent le garder. Donc quand vous avez un poste de rentier du pouvoir, ben, c'est très intéressant de le conserver. Donc vous travaillez plus à le conserver qu'à servir vos constituants. Donc votre fonction objective primaire, c'est de conserver le pouvoir, ce n'est pas de servir. Et du coup, on a essayé de mettre en place des principes de précaution. Alors, on a mis la haute transparence les déclarations de patrimoine. Mais on voit bien que les déclarations de patrimoine, elles sont fausses. Donc, tout ça, c'est fait pour donner une forme de bien-pensance, de bienséance. De vernis, quoi. De vernis. Mais derrière, c'est vraiment pas bon. Donc, il y en a pas beaucoup. Après, ça ne veut pas dire que je ne partage pas certaines idées. Hein. Parce qu'il y a certaines... Vous avez été engagé en politique ou pas? Je n'ai jamais été engagé en politique. Non, j'ai pas d'engagement politique. Et d'ailleurs, je peux le dire, depuis les gens qui me connaissent le sauront. J'ai été voté, mais je n'ai jamais pris parti dans un vote. Et quand vous dites que vous avez été voté, c'est-à-dire que j'ai un carnet la carte d'électeur, si vous voulez, mais je n'ai pas. Vous n'avez pas voté lors de la dernière présidentielle, hein, je suis allé voter. Non, j'ai pas voté entre Macron et Le Pen. Non. Ah, vous n'avez pas choisi? Non. Et vous regrettez pas? Non, je regrette pas. Ce que je regrette, c'est qu'il y a une grande partie des Français qui ont été abstentionnistes ou qui n'ont pas voté, et que Macron a été élu au premier tour avec un petit pourcentage, que Marine Le Pen, elle n'était pas très loin, et qu'on n'a pas orchestré un véritable débat démocratique. Je ne parle pas du débat du deuxième tour, je parle du débat des idées. C'est-à-dire que faire 44% tel que Marine Le Pen a fait au deuxième tour, avec toute la classe politique contre elle, tous les médias contre elle, c'est un score, mais extraordinaire. Ça veut dire que si on avait orchestré un débat, et c'est ce que j'ai écrit dans un édito, du coup on a dit que j'étais pro-extrême droite, ou pro-Marine Le Pen, peu importe la couleur politique qu'elle a. Non, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait une analyse en me disant, si on arrive à faire tant avec toute cette force contre elle, c'est honorable. Et si Macron arrive à faire que 50 et quelques % avec tous les médias, ça veut bien dire qu'il y a un véritable problème et qui appelle à un autre mode de réflexion. Et après, on a eu une forme d'arbitre qui est vraiment un arbitre qui était Mélenchon, qui on s'aperçoit aujourd'hui que il sert pas vraiment l'intérêt collégial et collectif, on sert plutôt son intérêt. Donc ce sont des prises de position qui sont des jeux politiques qui ne sont pas dans l'intérêt du public. Vous les avez côtoyés, les politiques, à titre personnel ou... Bien sûr, j'en ai côtoyé. Oui, Macron, beaucoup. Le Pen, vous les avez rencontrés déjà? Je n'ai pas rencontré Marine Le Pen en tant que personne, j'ai pas rencontré Emmanuel Macron en tant que personne dans sa position de président. Ah, mais vous les avez rencontrés avant Non, j'entends. Pour moi, quand vous allez dans un salon, que vous êtes à quelques encablures de quelqu'un et vous serrez la main, ça veut pas dire rencontrer. Ça veut dire vous côtoyer. Donc rencontrer, pour moi, c'est avoir une vraie discussion avec quelqu'un. Donc ça, pour lever toutes les rumeurs, Macron, voilà, vous discutez pas avec lui, comme j'en ai entendu. Non, mais vous pouvez entendre parler que je suis même du Mossad, de tout ce que vous voulez, de la CIA. Donc ça, c'est des affabulations de beaucoup de personnes parce que ça les arrange et parce que quelque part, la position qu'on a prise avec François, ça les dérange. On va dire, le succès en France attire plus de jalousie et plus de doutes. Donc oui, on a eu une audience. Donc quelque part, c'est un succès d'avoir atteint cette. Alors position. justement, revenons à François, à ce succès. Est-ce que d'abord vous vous attendiez à ce succès? Je pense que on a mis toutes les compétences et tous les moyens pour atteindre ce succès. Et donc, dire que je suis surpris, je suis pas surpris. C'est évident que le Covid a été une forme de révélateur, mais le travail que l'on a fait, tôt ou tard, ça aurait payé. Parce que le côté participatif, le collaboratif avec une marque comme François, il n'y a pas de raison que ça ne paie pas. Pourquoi François a été l'un des seuls, on peut dire, grands noms des médias à prendre des positions aussi tranchées, notamment sur le Covid-19? Comment vous l'expliquez ça? Je pense que c'est lié à la rédaction, en fait. C'est pas lié à la marque, en fait. Hein. Mais alors c'est paradoxal parce que dans l'ADN de François, c'était défense de la France. Et en 1941, défense de la France imprimait des faux passes. À l'époque, c'était pas des passes sanitaires, mais c'était des faux passes sous les caves de la Sorbonne. Donc il y avait déjà un ADN de résistant.
Et quand Libé a commencé à m'attaquer, ou d'autres médias ont commencé à m'attaquer, j'ai vraiment puisé dans cet ADN et j'ai regardé. Je me suis dit, tiens, c'est circonstanciel, mais c'est comme s'il y avait le phénix qui renaissait de ses cendres. Eh bien, au moment opportun, François était présent et c'était un groupe de résistants qui travaillaient là-dessus. Alors, c'est circonstanciel, mais il faut savoir se servir des attributs d'une marque, parce que c'est un des attributs de la marque de François, de résister. C'est un grand journal populaire, c'est un grand journal résistant avec des gens qui se sont opposés au pouvoir et qui l'ont fait dans l'intérêt du public. Ils l'ont pas fait dans l'intérêt d'une caste ou dans l'intérêt d'un groupe. Vous l'avez payé, ce positionnement? Bien sûr que je l'ai payé. À titre personnel, j'ai perdu beaucoup de mes amis parce que tout d'un coup, je suis devenu persona non grata, quoi. Persona non grata, parce que j'étais devenu complotiste, alors que je n'ai pas changé. En fait, dans les élites aussi, vous êtes devenu persona non grata? Dans les pardon? Dans les élites que vous côtoyiez avant? Non, parce que je pense que je discute encore avec beaucoup de personnes. Et ma manière de faire, c'est je pose beaucoup de questions. Moi, je me pose des questions et ça m'interpelle de savoir comment les élites ne se posent pas ces questions. Pourquoi ces gens-là ne se posent pas les questions avant de se faire injecter un produit qui était en phase expérimentale? Pourquoi a-t-on construit des centres d'expertise comme l'IHU Méditerranée et qu'on ne se pose pas la question de savoir qu'un des meilleurs scientifiques mondiaux, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est pas le problème, professeur Raoult, qu'on aime la personnalité ou pas, mais qu'on ait construit, on a investi des centaines de millions dans ce pôle d'expertise. Et pourquoi tout d'un coup, parce que tel média ou tel média dit que il est malsain, eh bien on va plus écouter sa science. Non, en fait, il a fait son métier, et c'est ce qui m'a le plus intrigué dans cette crise, c'est la capacité des élites à mettre des œillères, à se fermer entre elles, rester entre elles, s'autosatisfaire entre elles, sans se poser de questions. Et on voit bien que cette population est de moins en moins saine, parce qu'une population saine, c'est une population qui est ouverte. Elle est ouverte à plein de sujets. Donc en France, on voit bien que la population a un véritable problème, parce qu'on est de moins en moins ouvert au sujet. Alors on se dit ouvert à tout, à l'immigration, à tous les grands sujets. Par contre, quand on regarde les gens, ils sont recroquevillés sur eux-mêmes. Finalement, défendre ses idées, ça a un coût aujourd'hui. Bien sûr, ça a toujours eu un coût, mais tout le monde a, que ce soit George Sand ou les grands classiques, ils ont tous payé un coût pour défendre leurs idées. Alors Xavier Azalbert, justement, ça m'amène à vous poser la question sur justement le rôle et l'image des médias mainstream pendant cette période. Qu'est-ce que vous en avez pensé pendant cette période du Covid, donc du rôle de ces médias mainstream? Je pense qu'ils ont été, de la même manière que les élites, ils ont été défaillants. En fait, quand on regarde en termes de pollution, ils ont pollué le paysage avec une information qui était unique, qui n'amenait pas le débat et qui justement enfermait les Français dans une position unique. Et ils l'ont dit eux-mêmes. Il fallait servir. Une des rédactrices en chef de BFM a dit oui, on pouvait pas aller contre le pouvoir. Non, je suis pas d'accord avec vous, madame, parce que le quatrième pouvoir, c'est la presse, et notre rôle, c'est, si on n'est pas d'accord, c'est de le dire. D'ailleurs, c'est même notre devoir, c'est si on accepte la charte de Munich. Donc, je pense que les médias mainstream ils sont pour beaucoup. Jim Morrison avait dit que les médias amplifient le message, hein, et donc quand on contrôle les messages, on contrôle l'esprit. Et donc le politique, qu'est-ce qu'il fait? Il dit un message, mais les médias l'amplifient et il le démultiplie. Donc ils ont joué un rôle prépondérant dans cette crise, à tel point qu'on peut se poser la question de la nécessité des subventions. Parce que si on a des subventions qui sont uniquement pour servir de la propagande, c'est des milliards qui ont été donnés à la presse, eh bien ça, c'est un effet néfaste de la subvention. Parce que cet effet, ça correspond à s'acheter la voix. Et je considère que là, on est allé 10 fois trop loin. Donc en France, il faut restaurer l'indépendance des médias. Et la première des choses qu'il faudrait faire, c'est enlever toutes ces aides aux médias. Alors je ne parle pas des aides à la diversité des médias. C'est-à-dire si il y a un petit média qui a du mal à survivre pour telle ou telle raison, l'aider, c'est sain. Aider les minorités, ça devrait être la base de notre République, c'est-à-dire de manière à s'assurer qu'on a une forme de traitement égalitaire. Par contre, les gros médias qui reçoivent énormément d'argent et qui continuent à servir la soupe et à servir la propagande que l'on a en ce moment, sans faire des analyses vraiment objectives, eh bien là, stop.
faut arrêter. Donc pour moi, elles desservent la population, elles desservent la santé de la population. Quel regard vous portez, Xavier Azalbert, sur l'évolution du métier de journaliste en France? Alors j'ai été très surpris parce que j'avais c'est un petit peu comme quand j'ai commencé à être banquier. J'avais une bonne idée des banquiers. Puis quelqu'un m'a dit un bon banquier, c'est un banquier mort. Et j'avais une bonne idée du métier de journaliste. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait, dans les journalistes, il y avait des gens qui avaient une autre expérience que journaliste. Et le journalisme, c'était juste un outil. C'est pas forcément un métier, ce sont des compétences qu'on acquiert. Et puis derrière, il y a une expérience. Vous avez une expérience et votre expérience personnelle, vos valeurs, combinées avec votre profession de journaliste, vous aide à être un bon journaliste. Et quand on a juste appris dans une école de journalisme, parce qu'on regarde la formation des journalistes, on les apprend à faire du bâtonnage, alors vérifier des informations, mais quand on n'a aucune compétence scientifique, comment peut-on faire une vérification d'informations? On va demander à un expert. Mais quand on n'est pas capable de valider ce que va dire l'expert, on va demander à un autre expert. Et quand les deux experts disent la même chose, eh bien on ne fait pas de la validation. En fait, on continue à faire perdurer un système. Donc est-ce qu'on peut encore parler de journalisme d'ailleurs? Je pense qu'il faut parler de journalisme, mais il va falloir remettre vraiment les devoirs de la Charte de Munich, peut-être même penser à refonder la Charte de Munich, parce que la Charte de Munich, elle a été, d'ailleurs... On rappelle ce qu'est la Charte de Munich pour les gens qui nous regardent. Alors, la Charte de Munich, c'est une dizaine de devoirs, dont le premier devoir, c'est de dire la vérité, quoi qu'il en coûte, pour le journaliste. Il y en a un, c'est de ne pas confondre le métier de journalisme et le métier de publicitaire ou de propagandiste, c'est-à-dire de vraiment servir l'information et qui donne aussi des droits, notamment la protection des sources aux journalistes et son indépendance, de manière à ce qu'il puisse faire son métier. Alors, cette charte, elle a été faite dans les années 70, d'ailleurs, par un journaliste de France Soir, qui a énormément contribué à ça. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que cette charte était suffisamment moderne, parce qu'avec les réseaux sociaux, l'environnement de distribution de l'information a changé. Je pense qu'avec le travail, aujourd'hui, quasiment tous les citoyens sont devenus des journalistes. Mais tout le monde ne sait pas ce que c'est avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Et tout le monde a une fibre en eux de j'ai une information, je vais la distribuer. Par contre, tout le monde ne sait pas ce que c'est que la désinformation, tout le monde ne sait pas ce que c'est que le coût de donner une fausse information sans l'avoir vérifiée, parce que je la tiens de quelqu'un qui m'a dit que, donc le quand dira-t-on, le commérage, la concierge, eh bien parfois la concierge dans un immeuble, elle est très fiable. Elle est parfois plus fiable qu'un média, parce qu'elle a l'information de première main. Par contre, là, quand on a l'information de deuxième, de troisième main sans la vérifier, eh bien c'est facile de tomber dans des pièges. Et je pense que le devoir de chaque citoyen, ça serait de lire cette petite charte et de comprendre que si on délivre une information qui est une opinion, qui est peu fiable, eh bien, caractérisez-la. Je ne suis pas sûr de cette information. Qu'est-ce que ça coûte de dire « j'ai appris que tel ministre allait être débarqué » on a eu, le mois dernier, il y a eu un remaniement. Qu'est-ce que ça coûte? J'entends cette information-là. Mais j'en suis pas sûr, mais je l'ai juste entendu. Et très souvent, la troisième personne va dire « je sais avec certitude que cette personne va être débarquée ». Et on se rappelle de la petite fiole d'anthrax à l'ONU, de Colin Powell, et du fait qu'on avait vu soi-disant des armes de destruction massive qui étaient des grues recouvertes. Donc on voit bien que l'information, elle est amplifiée quand on l'a pas de première main. Et je pense que cette charte de Munich, elle doit être modernisée, elle doit être simplifiée pour que les citoyens puissent vraiment comprendre que oui, c'est bien de faire de l'information, mais il y a des devoirs, il y a des droits. Et surtout, quand on contribue à polluer l'information telle que la plupart des gens l'ont fait et les médias mainstream l'ont fait, il devrait y avoir un prix à payer. Parce que moi, je pars du principe que la loi du pollueur-payeur, c'est-à-dire que quand quelqu'un pollue, eh bien, il y a jusqu'à 30 ans, on a pu aller chercher la responsabilité des pollueurs. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'avec cette responsabilité, vienne le prix à payer. Quand quelqu'un va sur un plateau de télévision et va polluer l'information et le fait de manière sciemment, eh bien, il devient payé. J'ai écrit un édito là-dessus en disant « Appliquons la loi du pollueur-payeur, montrons du doigt les pollueurs de l'information ». Vous pensez que les journalistes, en tout cas pour certains, sont corrompus ou c'est simplement de la bêtise? Corrompus, je pense pas que ce soit le bon terme. Je pense que ça s'appelle des petits arrangements et au bout d'un certain temps, quand on prend la courbure de la Terre, eh bien, on ne s'aperçoit pas qu'on a fermé ses écoutilles. Donc, quand on a un crédit à payer et qu'on va perdre son emploi si jamais on ne suit pas la ligne éditoriale de France Télévisions, comme certaines personnes, j'ai pu l'entendre de certaines personnes qui travaillent à France Télévisions, je ne peux pas tout dire. Eh bien, à ce moment-là, vous ne faites plus le métier de journaliste. C'est ça ce qu'il faudrait que cette personne se dise. Je ne fais plus ce métier.
Le fait que les grands médias soient tous aujourd'hui détenus par quelques milliardaires, est-ce que c'est quelque chose qui vous choque, Xavier Zalbert? Bien sûr que ça me choque, bien sûr. Parce que la concentration est quelque chose, et si on avait vraiment des offices qui font l'analyse de la concurrence, comme on a en France ou en Europe, eh bien, quand on regarde les premières grandes décisions qu'il y a eu, voilà, je ne vais pas les citer toutes, je vais en citer une. En 1994, aux États-Unis, Microsoft, il y a eu une loi antitrust puisque Microsoft embarquait Internet Explorer et empêchait le développement de d'autres sociétés. En 1997, Microsoft a été scindé en deux. Aujourd'hui, Google est devenu tellement gros qu'on parle de le scinder en 4, 5 entités parce qu'on ne sait plus ce qu'est Google. Est-ce que Google est un concurrent des médias? Est-ce que Google est une plateforme de publication? Qu'est-ce que c'est? On ne sait plus. Donc c'est très difficile. En fait, c'est tout. C'est un énorme magma. Donc je pense que oui, ce n'est pas normal, mais c'est un fruit d'un certain nombre de transactions qui ont été faites et les offices pour la concurrence auraient dû regarder et auraient dû s'apercevoir. Alors, est-ce qu'il en faut 20, 10, 15, 20? Mais même s'il n'y en avait qu'un seul, l'État, à ce moment-là, devrait jouer le rôle de contre-pouvoir. Il ne devrait pas jouer le rôle d'orchestrateur de tout cela. Donc, c'est là où, en fin de compte, on doit donner des subventions. C'est pour les médias indépendants, c'est pas pour les donner à ces médias dominants. Donc, je pense qu'on a un véritable problème de régulation, de réglementation. Et c'est là où il n'y a plus cette réglementation. Et il faut savoir que les médias, comme certaines transactions sur les marchés financiers, ne sont pas réglementées. Rappelons-nous de la crise de 2008. Les banquiers ont dit, après la crise de subprime, on a dit, il faut le réguler. Ils disent, non, vous inquiétez pas, on va s'auto-réguler. Regardez les médias, tous les journalistes, quand on dit, on va vous réguler, non, on va s'auto-réguler. Eh bien, s'auto-réguler avec un métier comme ça, regardons ce que ça fait. Le bon rôle de l'État, une bonne régulation, ça serait justement d'améliorer cette orchestration et d'empêcher cette concentration que l'on a. Comment vous expliquez cet effondrement de la presse en France? Je pense que les subventions, ils sont pour beaucoup. Alors ça, c'est une réponse qui est lapidaire, je vous l'accorde, et puis en plus, je suis totalement d'accord avec vous. Est-ce que plus largement, on peut dire que le Covid-19, ça a été quand même un tournant, alors évidemment pour François, mais pour la liberté d'expression en France, dans notre pays? Alors, tout le monde se focalise sur la Covid-19. Je pense que ça a cristallisé. Je pense que la liberté d'expression et la diminution de liberté en France, on l'a depuis longtemps. Notre liberté d'expression, elle s'exprime au travers de plein de choses. Tout à l'heure, tout au début, je disais, quand j'étais jeune, je pouvais aller camper à tel endroit, à tel endroit. Aujourd'hui, je peux plus le faire. Je peux plus camper en montagne, il y a plein d'interdictions. Donc, tout ce côté normatif, c'est une perte de liberté d'expression, de mes envies, et donc, on a accepté toute cette perte de liberté, depuis longtemps. Ce qu'on a vu pendant le Covid, c'est comme si jamais il y avait quelque chose qui se passait en dessous d'une ligne, et tout d'un coup, on l'a vu. Là, on l'a perçu, et là, les gens ont dit, ça va trop loin. Donc, et en plus, on a vu des choses qui étaient vraiment déroutantes. Se faire des auto-attestations de sortie. En fait, c'est du délire, quoi. Moi, j'ai fait des autodictées quand j'étais petit. Je sais combien c'est facile de tricher si on voulait faire des autodictées. J'ai pas dit que j'avais triché, mais je dis que, en fait, le concept d'auto-attestation c'est prendre les gens pour des idiots. Il y a eu plein d'autres mesures dans cette crise qui ont été excessives. Faire mettre des masques dans une population sans savoir si les masques étaient bons ou pas bons. Au début, en fait, il fallait pas les mettre parce qu'on n'en avait pas. Alors, on va y revenir tout à l'heure encore à cette période de la Covid-19 et c'est en effet ces décisions pour certaines ahurissantes. Mais j'aimerais revenir à la question de la liberté d'expression, celle aussi de la censure. Est-ce que vous avez déjà été victime de la censure? Nous, chez François, on a été quasiment les premiers à être victimes de censure, du moins dans la période Covid, puisque en juin 2020, on avait écrit, j'ai fait l'objet d'un fact-checking de NewsGuard, qui ont pris un certain nombre d'articles en disant non, vous pouvez pas écrire que le confinement est une aberration économique, une aberration humaine, vous pouvez pas écrire que le virus est d'origine artificielle ou manufacturée, vous ne pouvez pas, je sais plus, je me souviens plus. Et donc moi j'ai été là, et du coup ils ont baissé mon rating
j'étais surpris. Donc, j'ai eu une conférence avec ces deux anciens de la CIA, une visioconférence qui était d'un autre monde avec leur chief legal counsel. Ils étaient 5, j'étais tout seul. Et puis, j'étais là en leur disant, mais écoutez, vous avez quoi comme compétence pour m'opposer ces éléments-là? Ah ben oui, non, mais vous comprenez, la CIA a dit que le virus était d'origine naturelle. Ah, j'ai dit bon, parce que la CIA a dit que, il faut croire que, maintenant je suis désolé, c'est pas une approche scientifique, c'est pas une approche journalistique. Il y a d'autres journalistes, il y a le professeur Montagnier qui avait dit l'inverse. Ah non, mais c'est persona non grata. Donc en fait, ces gens-là m'ont donné l'impression dès le début de servir un système, et cette censure on l'a eu très vite. Après, il y a eu Libé qui a suivi, il y a eu Conspiracy Watch. Donc, il y a tous ces organismes qui se sont mis à critiquer des informations que l'on donnait. Alors, c'est très facile de trouver un angle. C'est pour ça que j'ai écrit un édito qui s'appelle « De l'importance de l'angle ». C'est très facile pour un journaliste de trouver une erreur dans un article et de focaliser là-dessus. C'est très facile de trouver un angle en disant, non, mais si vous le regardez cet angle-là, avec un angle plutôt fermé, eh bien, cette information est incorrecte. Et du coup, de dire après, faux, ou ce que dit François, c'est faux. Mais je rappelle une chose, c'est qu'il y a eu un procès contre le Monde, en concurrence déloyale, que nous avons gagné en première instance, parce que François, le Monde n'arrêtait pas de nous traiter de blog, alors que nous sommes un média réglementé. Et aussi, le deuxième élément dont on parle peu, c'est qu'ils ont essayé de dire que François dit des fausses informations. Eh bien, le juge a dit que malgré le nombre de pièces très importantes que le Monde a amenées, ils n'ont pas été capables de prouver que François faisait des fausses informations. Le délit de fausse information est quelque chose de pénal en France. Et cela, c'est très important. Donc cette censure qui a été faite alors qu'on faisait notre travail au meilleur de nos compétences, elle démontre bien le côté pernicieux du système, le manque de réglementation, la capture de ces institutions qu'il y a eu, et le fait que ces subventions entretiennent un système qui n'est pas vertueux, qui est vicieux. Et donc voilà où on en est. Donc c'est normal qu'il y ait de la censure aujourd'hui. J'ai pas dit que j'en voulais de la censure, mais c'est normal parce que tout le système est vérolé et capturé de manière à ce que quand vous dites quelque chose qui sort de la norme, eh bien on vous monte du doigt. Alors vous n'êtes pas un handicapé de l'information aujourd'hui, vous êtes justement le vertueux de l'information. Ce sont eux les handicapés de l'information, mais on vous colle le handicap. Vous avez toujours des procès en cours? Bien sûr qu'on a encore des procès. Face à qui? Alors je préfère ne pas en parler de manière à laisser la surprise et le temps. Bon, le procès contre Le Monde, on le sait, est en appel. On a un procès contre Google. Ceux-là, c'est les deux qui sont visibles. Mais bien sûr qu'on ça coûte cher sur un plan juridique, de se défendre, de faire valoir ses droits. Juste pour finir, le métier de journaliste, c'est une chose, le métier de chef d'entreprise en est une autre. C'est pour ça que je préfère garder la confidence. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas faire de transparence là-dessus. Je veux que vraiment les gens comprennent. C'est que le chef d'entreprise doit prendre certaines décisions et que garder ses cartes de manière à ce que ça puisse être, c'est de la stratégie. Et ça ne veut pas dire que je ne veux pas en parler à un moment. Justement, Xavier Zalbert, mais ça coûte cher, oui. Je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce que ça n'aurait pas été judicieux de scinder en deux ces rôles, puisque vous êtes à la fois, je le disais, le directeur de la publication et de la rédaction, mais aussi donc le propriétaire de ce site. Donc, est-ce que de mettre une autre personne que vous à la tête de la rédaction et de la publication, est-ce que ça n'aurait pas été le moyen de faire taire vos critiques? Alors oui, c'est toujours un moyen de le faire. Mais Éric Morillo, vous êtes un entrepreneur aussi. Vous savez très bien que quand on est tout seul au début, on fait aussi le ménage. C'est-à-dire, on va chercher le courrier à la poste et on n'a pas forcément les moyens de se payer le saucissonnage des divers rôles et des diverses responsabilités. Et donc, au début, on essaye de faire un petit peu tout. Donc oui, j'aimerais que François ait la taille critique de manière à ce qu'on puisse différencier les rôles. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et la bonne gestion d'un chef d'entreprise, c'est de se dire à quel moment a-t-on les ressources pour, on va dire, séparer ces rôles. Bien sûr que c'est souhaitable, comme le rôle de président et de directeur général, c'est souhaitable dans une grande entreprise qui soit séparée, de manière à ce qu'on puisse gérer les conflits d'intérêts. C'est tout à fait souhaitable et c'est louable, désirable. Par contre, quand on a une contrainte économique, si jamais j'étais tout seul, je ferais tous les rôles. Je ferais aussi le rôle de vérificateur d'information, de journaliste, de directeur d'entreprise. Et j'aimerais quand même ajouter une précision. Je ne suis pas le propriétaire de cette société. L'un des actionnaires principaux. Je suis l'un des actionnaires. Au travers d'une de mes sociétés, je détiens 48% de cette société. Il y a d'autres actionnaires. Donc, vous êtes l'actionnaire principal. Je suis l'actionnaire principal. Majoritaire.
Non, à 48%, Non, on n'est pas majoritaire. Je suis d'accord, mais bon, si les autres actionnaires sont fractionnés, vous êtes majoritaire. Je suis le par plus rapport gros actionnaire, tout à fait, au travers d'une de mes sociétés, c'est certain. Et pour revenir donc à cette censure, est-ce que les réseaux sociaux, paradoxalement, c'était plutôt un ennemi pour vous? Enfin, ça a été, puisque vous êtes un site internet aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas pu jouer justement de cette liberté qu'offrent quand même paradoxalement les réseaux sociaux? Ça dit quoi du rôle de ces réseaux sociaux? Est-ce qu'ils vous ont porté? Est-ce qu'ils vous ont plutôt freiné? Les réseaux sociaux, bien sûr qu'ils nous ont portés. Je pense qu'ils ont porté tout le monde et il suffit de regarder ce qu'a fait Elon Musk avec Twitter. Et voilà, j'allais dire, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça, non? Bien sûr, les réseaux sociaux, c'est... Quoi, vous me disiez en antenne quelque chose d'assez étonnant, donc j'aimerais bien que vous le redisiez à l'antenne. Vous me disiez que à la tête de Twitter France avait été nommée une personnalité proche tout à fait, d'Emmanuel Macron, c'est ça? Oui, proche. Et d'ailleurs, Twitter France a un gros sujet aujourd'hui, et un gros problème, puisqu'il ne suit pas vraiment les régulations de Twitter Monde. En fait, c'est peut-être le vilain petit canard aujourd'hui. D'ailleurs, il suffit de regarder, on n'a toujours pas eu les Twitter Files à la française, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui l'ont demandé. Donc, moi, j'aimerais bien avoir, on va dire, toutes les demandes qui ont été faites par le gouvernement français, macronien ou pas, peu importe, les membres du gouvernement à Twitter sur la censure. Tout ce qui est paru aux États-Unis, que Matt Taibbi et toute la clique ont travaillé pour dénoncer ces informations. Bien sûr qu'on a demandé d'accéder et de contribuer à cette analyse. Ce n'est toujours pas paru. Un jour, ça paraîtra, c'est sûr. Et la question qu'il y a, c'est à quel moment Twitter France va jouer le même rôle que Twitter US. Là, on sait qu'il y a un vrai sujet. D'ailleurs, on est un des rares à avoir énormément parlé des Twitter Files chez François. Je pense que dès le début, alors vous en avez parlé, il y en a, en fait, tous les médias alternatifs en ont parlé, mais on a vraiment traité ça de manière structurée. Donc, pour revenir à la question sur les réseaux sociaux, oui, c'est quelque chose d'hyper bénéfique. Alors, c'est bénéfique à plusieurs niveaux. C'est que c'est un moyen pour nous de communiquer avec nos lecteurs. C'est un moyen pour nos contributeurs de communiquer avec nous, de former des groupes. Des groupes de travail, juste sur un sujet. Tiens, on assemble des gens, ils veulent parler de je ne sais pas quelle problématique, et donc ils se regroupent, on les forme comme ça, on voit bien l'intelligence collective se créer, et on en fait un article derrière. Et ça, pour moi, c'est la base de la mutualisation qui était le projet original, c'est comment peut-on extraire la meilleure substance d'un groupe d'individus qui ne se connaissent pas. Et la plus grande des révélations que j'ai vues sur les réseaux sociaux, c'est que les clivages qu'on nous oppose d'un point de vue politique, que ce soit la droite, la gauche, les couleurs religieuses, les couleurs politiques, les couleurs de peau, tout ça, il n'y en a plus. J'ai vu des gens hyper bienveillants parce que dès lors qu'ils travaillent et qu'ils se regroupent pour vraiment avoir l'information primaire, la bonne information, eh bien, ils mettent de côté toutes leurs croyances, tout ce qui peut, on va dire, nous diviser. Et ce qui nous regroupe est bien plus fort. Et je pense que les réseaux sociaux, ce qui les a regroupés, c'est la force de cela. Et du coup, on voit qu'on est capable de créer des populations en bonne santé, on est capable de créer des gens qui vont cohabiter. Et moi, ce que j'ai vu cohabiter dans les réseaux sociaux me donne énormément d'espoir, parce que c'était des gens qui ne se connaissaient pas, qui avaient plein de raisons de ne jamais se connaître. Et ce que ça a facilité, cette crise, c'est la mise en relation de ces individus et refonder des groupes d'amis, d'individus. Alors, c'est pas parce qu'ils pensent la même chose, parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances. C'est pas parce qu'ils ont les mêmes couleurs politiques, parce qu'ils les ont pas du tout. Par contre, ils sont aperçus qu'il y avait un véritable problème. Donc, tout à l'heure, on parlait du Great Reset. Ils sont aperçus que l'idéologie derrière le Great Reset, elle était peut-être louable parce qu'il y avait un problème. Par contre, la manière dont il l'avait appliqué était mauvaise. Et comme on le sait, quand on a le pouvoir et si on applique mal les choses, eh bien, ça finit mal. Alors, Xavier Zalbert, on va aborder à présent les sujets, j'ai envie de dire, qui fâchent un peu, qui sont les plus sensibles. Tout d'abord, qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui accusent François d'être un média complotiste? Alors, qu'est-ce que je réponds? Déjà, j'essaie de prendre un peu de hauteur. C'est presque un titre de gloire, non? Ouais, alors certains le regardent comme un titre de gloire mais je pense que vous et moi, en prenant de la hauteur, on est capable de se dire, bon, c'est pas tellement grave en fait, parce que il y a des choses qui sont bien plus graves que se faire traiter de complotiste aujourd'hui. Mais alors, il y a des termes très violents, hein, si vous me tendez la perche. Moi, j'ai lu qu'on a dit que vous aviez transformé François en un torchon. Quand même, quand vous entendez de tels termes, comment vous réagissez? Alors oui, là, on va dire. Moi, je suis quelqu'un d'assez calme et assez posé, donc assez analytique. Quand je regarde ça, je regarde qui le dit.
Bon, c'est certain, en fait, c'est très facile d'utiliser l'insulte, l'anathème, de traiter les gens de n'importe quoi de manière à les faire réagir. Ce qu'on essaye de faire, c'est de vous faire réagir dans cette situation-là. Je pense que la meilleure des choses, c'est d'ignorer, on va dire, ce genre de personnes qui les traitent, parce que on sait très bien que derrière, il n'y a pas grand-chose, en fait. Et donc, commencer une conversation avec quelqu'un qui vous traite comme ça, eh bien, c'est les conditions d'une mauvaise conversation. Moi, j'estime que les gens, si jamais ils sont honnêtes, s'ils sont sincères, ils ont le droit de pas être d'accord avec ce que j'écris, ils ont le droit de pas être d'accord avec ce que je pense. Mais sur l'accusation de complotisme, elle revient quand même très, très fréquemment à l'encontre de François. Mais c'est une accusation qui est très facile. Quand vous n'avez rien d'autre à dire, vous dites que vous êtes complotiste. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais écoutez, je suis désolé, si jamais vous me traitez comme ça, donnez-moi des éléments factuels. Je veux bien avoir une accusation de quelque chose, mais sur quelle base? Ah ben parce que je l'ai lu dans Le Monde. Mais écoutez, mais c'est pas parce que vous avez lu dans Le Monde qu'il faut aller se mettre dans le puits, au fond du puits, que vous allez le faire. Donc c'est là où je dis que je considère que les élites il y a une forme de défaillance, parce que la plupart des gens qui lisent ce genre de choses, ils vont les lire dans les médias, et ils vont juste agir en tant que perroquet. Donc le perroquet qui dit qu'il a vu le perroquet qui dit que celui-là est un complotiste parce que l'autre a dit que c'était un complotiste. Je suis désolé, c'est du commérage. C'est pas du journalisme, c'est pas un métier. Donc je laisse ça de côté. Et ça vous touche pas? À titre personnel, non, ça ne me touche pas. Mais par contre, je peux vous dire une chose, c'est que à la rédaction, on y est très sensible, parce que bien sûr que ça touche une rédaction. Moi, je suis à la fin de ma carrière, donc j'ai une expérience derrière moi. J'ai un peu la moyenne d'âge au sein de la rédaction, c'est quoi? C'est une trentaine d'années. Ouais, c'est une trentaine d'années. Donc, mais moi, je suis plutôt des jeunes journalistes, c'est ça qui est assez. C'est des jeunes journalistes, mais qui viennent apprendre. Ils sont là, ils sont super volontaires. Et moi, ça me gêne pour eux, on va dire, parce que tout à l'heure, on parlait de l'histoire du CV. Imaginez qu'on vous dit, j'ai travaillé chez François. Ben, quand on dit vous avez travaillé pour un torchon qui s'appelle François, ben, ça fait pas tellement plaisir de se dire ça. Donc en fin de compte, ça veut dire que on a un véritable problème d'attractivité et pour des jeunes journalistes, puisque aller travailler pour un journal complotiste, qui plus est quand Le Monde nous traitait de blog complotiste, William Duro pour ne pas le citer. Alors maintenant il s'est un peu calmé parce qu'il s'est aperçu que on n'allait pas se laisser faire. Mais je pense que ceux qui ont franchi la barrière, d'abord sont des vrais journalistes. C'est-à-dire que ceux qui ont franchi tous les anathèmes qu'on peut vous citer, et ceux qui viennent vraiment, c'est-à-dire sont des vraies personnes qui ont des valeurs et qui sont là pour servir l'intérêt. Les autres qui ne le font pas, il y en a de deux catégories. Ceux qui sont vraiment de mauvaise foi, ceux qui vous traitent de complotistes à toutes les sauces, ceux qui sont vraiment de mauvaise. Et puis il y en a d'autres, sont juste des perroquets, c'est-à-dire qui restent dans le groupe et qui répètent ce que le groupe dit sans parfois croire ce que le groupe dit. Hein. Et donc ça, c'est un vrai sujet à traiter. Et pourquoi ai-je attaqué Le Monde? Pour revenir à la notion de quel est mon acte de défense. Mon acte de défense, c'est de dire, OK, Le Monde, c'est un journal de référence. C'est un journal de référence qui doit avant tout montrer l'exemple. Il doit respecter ses concurrents. Il ne respecte pas François. Eh bien, écoutez, je vais saisir le tribunal pour démontrer que ce que vous faites, c'est de la concurrence déloyale. Ma réponse au complotisme, elle se fait par les faits, en démontrant qu'on ne fait pas de fausses informations, parce qu'on a des lecteurs. Et la deuxième chose, c'est que quand quelqu'un institutionnel vient et m'attaque, eh bien, je vais me défendre. Et on a gagné, parce que Le Monde a fauté, non seulement une fois. Alors la faute, elle est humaine, vous en faites des fautes, ça nous arrive tout le temps. Par contre, quand vous le répliquez, une fois, deux fois, trois fois, ça devient vraiment une faute, et celle-là, il faut la pénaliser. C'est ce qu'on a fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, petit à petit, la rationalisation, elle va arriver. Mais j'ai un peu l'habitude, parce que quand j'ai monté ma banque, j'étais pas banquier. Donc on m'a dit j'étais pas banquier. Donc là on m'a dit je suis pas journaliste. Ce que j'essaye de faire, c'est mon travail au mieux de mes compétences, au meilleur de mes compétences, comme on m'a appris. J'essaye d'exceller dans ce que je fais, en mettant la barre assez haute. Et si jamais je fais une erreur, ben je le dis. Et alors ça, c'est assez paradoxal, parce que dans le procès du Monde, ils ont essayé d'utiliser le fait qu'on avait corrigé certains articles. Vous voyez, ils ont corrigé certains articles. Et donc, ça démontre qu'ils acceptent qu'ils avaient fait une erreur. Et je leur ai dit, mais vous savez qu'il y a un des devoirs de la charte de Munich qui dit que dès qu'on sait qu'il y a une erreur, on doit le corriger. Donc vous, au Monde, aujourd'hui, vous avez dit que François est un blog. Avez-vous corrigé tous vos articles? Non. Donc moi, je ne vous considère pas comme un média. Donc je ne vous considère pas comme des journalistes parce que vous ne respectez pas votre propre déontologie. Et ça fait partie des prochaines étapes en termes de procédure juridique. C'est de voir les gens
sont-ils en respect de leur déontologie? Et je considère aujourd'hui qu'ils ne le sont pas. Et donc, pour répondre à cette accusation donc de médias complotistes, c'est peut-être aussi de dire ce que François est. Est-ce que vous considérez que François, aujourd'hui, si on devait le qualifier, c'est un média d'opinion, un média d'enquête? Quel serait le meilleur qualificatif? C'est plus un média d'enquête qu'un média d'opinion. Même si on laisse les gens exprimer dans le cadre de tribunes où je fais des éditos qui expriment une certaine forme d'opinion, ce qu'on essaye de faire, c'est d'amener dans la ligne éditoriale matière à penser, matière à réfléchir. Et moi, je pense que les lecteurs sont des gens qui ont des capacités, ils ont des compétences. Il ne faut pas les prendre pour des cons. Et ce qu'on fait, c'est on leur ramène notre manière de réfléchir. Et faites-vous votre avis, faites-vous votre point de vue. Moi, j'ai pas envie de faire comme Libé, écrire « Faites tout sauf voter Marine Le Pen ». Ça c'est de l'opinion, en fait. Ça dépasse ce qu'un média devrait faire. Et ça devrait être une des raisons pour lesquelles on ne devrait jamais donner d'aide à ce genre de médias. Parce que là, on enfreint tout un code de déontologie. J'ai envie de dire aux gens, regardez ce qu'il y a de bon chez Macron, regardez ce qu'il y a de bon chez Le Pen. Et si jamais il n'y a rien de bon chez Macron et s'il n'y a rien de bon chez Le Pen, trouvez notre alternative. À ce moment-là, c'est là où il faut trouver une alternative. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaine Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.